Hervé Reynaud, bonjour. Bonjour. Comment va monsieur le sénateur ? Très bien, d'autant plus quand je rentre à Saint-Chamond et que je retrouve tous les amis engagés dans la vie associative, et particulièrement aujourd'hui le Salon du Livre. D'autant plus que, si j'ai bien compris, vous êtes un des initiateurs de cet événement. Oui, c'est un travail collectif et humblement j'ai essayé d'être facilitateur pour que ce salon et toute cette démarche de lecture publique puisse avoir lieu autour de la poésie également, Ville en poésie. Alors j'imagine que vous avez une vie bien chargée. Et puis finalement, j'ai fait le voyage plusieurs fois. Dans le TGV, vous devez avoir le temps de lire. Alors dans le TGV, on a le temps de travailler. On travaille beaucoup. Voilà. Parfois, on se repose un petit peu aussi. Et puis, oui, de lire aussi. Voilà, parce que c'est vrai que c'est notre ami écrivain Léotard qui disait « Pas un jour sans une ligne ». Et c'est vrai que j'essaye de m'astreindre à lire tous les jours au moins quelques lignes, pour prendre un peu de hauteur et de recul sur les choses. Ça veut dire que chaque semaine, quand vous partez, j'imagine un peu comme un écolier ou comme quand nous on allait à l'armée, vous préparez votre sac et vous mettez quelques livres ? C'est ça, je prépare la valise, ouais. Prépare quelques livres, voire à Paris, je suis entouré de beaucoup de librairies, et j'en achète et je reviens avec. Il vous arrive sur Paris d'aller assister à des conférences, des dédicaces, des choses comme ça ? Alors j'ai pas trop le temps, mais au Sénat, j'essaye de répondre aux invitations culturelles. Voilà, donc je suis allé à quelques avant-premières de films notamment. Voilà, et puis sinon, le quartier du Luxembourg, on est à Saint-Germain-des-Prés, donc il y a une vie littéraire assez intense. Et quand vous êtes au Sénat, vous faites la promotion de Saint-Chamond, de la Loire, comment ça se passe là ? Ah oui, bien sûr, d'abord, je suis d'abord élu pour représenter le département de la Loire et faire remonter à la capitale un certain nombre de problématiques, liées notamment au vécu de nos habitants et des élus locaux. Ça me tient beaucoup à cœur, voilà. Et puis, ça fait maintenant que 6 mois, mais j'essaye et j'encourage chacun à me saisir pour pouvoir faire remonter tous les sujets, permettre de faire rayonner notre département. Quelles sont les grandes préoccupations des habitants de la couronne de Saint-Chamond, de la métropole ? Et est-ce que les préoccupations des gens d'ici sont différentes de celles de vos collègues de toute la France ? Alors il y a beaucoup de préoccupations communes, encore faut-il qu'elles soient entendues, parce que l'entre-soi parisien, ça existe aussi dans nos instances nationales. Et puis je suis très préoccupé, évidemment, de soutenir nos élus locaux qui s'engagent, qui ont de nombreuses initiatives, et puis de faire en sorte que notre département, l'institution départementale également, puisse continuer à vivre, continuer à aider les communes, continuer à porter des projets, parce qu'au niveau des finances, au niveau du statut de l'élu, au niveau aussi d'un certain nombre de catégories de personnes, on a parlé des agriculteurs il y a peu de semaines, ils méritent d'être soutenus. Et qu'on revienne quand même à un certain nombre de réalités locales avec des gens qui ont des problématiques de pouvoir d'achat, qui ont des problématiques de sécurité, qui ont des problématiques pour trouver du boulot. Voilà, c'est d'abord ça le travail. Le rôle de maire et aujourd'hui de sénateur, c'est très très différent ou alors c'est une continuité ? Alors c'est très différent, mais pour moi je le vis comme une continuité. C'est-à-dire que j'ai vécu ce que c'était qu'être un élu local, que d'être maire. Et aujourd'hui, c'est ces aspirations-là que je souhaite porter au niveau national pour faire bouger la législation qui a une caisse de résonance plus importante au niveau national. Alors vous me connaissez, je suis toujours provocateur dans mes questions. On a souvent dit que le Sénat était finalement une assemblée qui ne servait à rien, qu'il fallait la supprimer. Vous avez 6 mois d'expérience, c'est tout jeune comme expérience, mais quelle est votre vision finalement de tous ces élus ? C'est comme le conseil régional, à une époque, on a dit c'est super, on va le fusionner, puis maintenant on dit finalement c'était pas si bien de l'avoir fusionné. Donc quelle est votre vue par rapport à toutes ces institutions ? Alors tout d'abord, avoir 2 chambres parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, c'est un gage de démocratie et de contre-pouvoir. Et puis je constate que le Sénat, aujourd'hui, qui s'est beaucoup rajeuni d'ailleurs, on est passé de 80 à 70, non ? Autour de 60 ans de moyenne d'âge maintenant, c'est là où il y a le travail de fond. Il y a beaucoup de textes. Ça manque aussi de femmes, j'ai l'impression aussi. Oh, ça évolue aussi beaucoup, fort heureusement. Et là, il y a un travail de fond. On aborde les textes de manière beaucoup plus ouverte qu'à l'Assemblée nationale et on peut faire vraiment un travail très important pour faire bouger la législation. Alors qu'à l'Assemblée nationale, on est beaucoup plus dans le buzz, la communication et l'invective. La technique aussi, non ? Disons qu'au niveau du Sénat, ça dépasse les clivages politiques, c'est ce qui est intéressant. Et le personnel politique, les élus qui nous représentent au Sénat, ont une expérience politique que n'ont pas certains députés. J'ai une autre question technique. On a souvent reproché le cumul des mandats.
Et là aussi, avec le recul, on se dit que finalement, c'était pas si mal d'avoir des maires députés, des maires sénateurs. Quel est votre avis là-dessus? Parce que vous avez un peu vu toutes les notions de ces rôles. Oui, bon, il était normal de limiter le cumul, il y avait peut-être trop d'abus. Mais aujourd'hui, effectivement, on est allé un peu trop dans l'autre sens et beaucoup réclament à ce qu'on revienne à un minimum de cumul, notamment sénateur-maire, député-maire ou au département, pour pouvoir justement avoir cet ancrage, cet enracinement local que certains n'ont plus et certains sont maintenant hors sol. Voilà. Alors une autre question un peu technique et générale, mais comme je vous ai sous la main, je vous pose la question. On a souvent parlé de gauche, de droite, et aujourd'hui on ne sait plus très bien qui est à gauche, qui est à droite. Est-ce qu'on parle aussi après l'après-Macron en disant que tout va redevenir comme avant, à gauche-droite? Est-ce que gauche-droite c'est fini ou alors c'est quelque chose qui est finalement ancré et qui va redevenir une chose réelle? Aujourd'hui, dans cette confusion, malheureusement, on voit un petit peu de tout et n'importe quoi. On voit beaucoup la communication et l'opportunisme politique l'emporter. Donc je pense qu'il y a vraiment des valeurs de gauche et des valeurs de droite. Pour autant, on peut se retrouver sur un certain nombre de valeurs républicaines par rapport, au contraire, à un certain nombre d'élus qui ont soit l'opportunisme, soit l'extrémisme comme bannière. Et donc je pense qu'il faut sortir de cette période-là. Il faut d'abord être sérieux dans son travail. Il faut travailler, il y a des gens qu'on entend beaucoup mais qui ne travaillent pas, qui ne sont pas forcément très présents dans l'hémicycle. Et puis deuxièmement, il faut avoir la constance dans les convictions. Voilà ce que je peux dire, qu'on soit de gauche ou de droite. La constance, je suis d'accord, mais on peut aussi dire qu'avec le temps, on évolue au niveau des idées. Bien sûr, il faut être ouvert, évoluer, mais je pense qu'il y a des principes sur lesquels... moi, je veux porter des principes de laïcité, je veux porter des principes de liberté, de responsabilité. Voilà, la justice sociale également, et ça peut transcender un certain nombre de clivages. En tout cas, ça fait le creuset de nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Voilà, par rapport à ceux qui battent en brèche aujourd'hui tous ces principes. Alors je vais vous poser une question buzz un petit peu. Vous êtes un élu de la Loire. On a eu un élu de la Loire, un député il y a quelques jours qui est allé dans une émission de télévision chez M. Hanouna. Est-ce que vous êtes partagé ou est-ce que vous avez un avis tranché? Est-ce qu'il fallait y aller, il ne fallait pas y aller? Moi je pense que la tentation du buzz et de la communication fait déraper. Tout le monde a envie d'aller dans ces émissions. Moi je trouve que c'est se fourvoyer. Et d'autant plus quand là, en l'occurrence, cette personne-là était présidente d'une commission d'enquête. Il aurait dû s'abstenir. Il aurait dû s'abstenir, le calendrier n'était pas le bon. Et puis je pense qu'il y a trop de politiques qui vont dans ces émissions. Parce que dans ces émissions, on se fait instrumentaliser, on se fait amuser. Il y a d'autres émissions dans lesquelles on peut aller pour avoir des débats de fond et des discussions plus posées. Est-ce qu'il y a des chaînes d'infos qui vous contactent pour venir assister, venir donner votre avis? Oui, mais comme justement, BFM, on est un peu trop dans la politique de l'instant et dans le bavardage. Ouais. Je pense que la parole politique, elle doit un peu se sous-peser également et pas parler à tort et à travers. Il faut pour vous, dans une démocratie, vous avez parlé de laïcité, est-ce qu'il faut aujourd'hui, comme on l'entend beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais on l'entend beaucoup, est-ce qu'il faut supprimer l'autorisation de CNews et C8? Non, je pense qu'il doit y avoir du pluralisme. Voilà. Après, les gens, justement, quand on fait tout un travail déjà à l'école aussi d'avoir un esprit critique, d'avoir une démarche citoyenne, on peut analyser un peu les informations telles qu'elles nous viennent ou les opinions. Voilà, d'autant plus quand on parle de chaînes qui sont privées. Voilà. Il y a aussi dans le service public un certain nombre d'orientations et pourtant on ne pointe pas du doigt. Donc je pense que le pluralisme, il doit rester. Par contre, c'est aux citoyens d'avoir suffisamment de ressources pour se faire sa propre idée. Moi, vous voyez, je suis allé à la presse comme tous les dimanches matins. J'achète la tribune du dimanche, j'achète également le JDD, je fais ma petite revue de presse avec les uns les autres, avec des journaux de toute tendance pour avoir un peu, après me faire ma propre idée. C'est pas souvent facile aussi d'être assez, je veux dire, pas débordé d'un côté ou de l'autre, c'est assez difficile C'est ça la liberté de rester d'opinion neutre. et la démocratie aussi. Le tout, c'est de pouvoir l'analyser, avoir les ressources critiques pour pouvoir le faire. Alors pour finir, 2 petits mots, je voudrais qu'on revienne sur l'Arena, parce que j'ai découvert une salle fantastique. Comment vous vivez ce bel endroit où il y a même des compétitions maintenant tous les mois de février, la Leader Cup qui vient s'installer à Saint-Chamond. Comment vous vivez cet équipement qui est fantastique pour la ville? C'est une grande fierté parce que vous savez que j'ai beaucoup œuvré pour pouvoir que cette Arena puisse sortir de terre à Saint-Chamond particulièrement. À travers le sport, c'est un grand moment de communion aussi, d'émotion pour le public, c'est très familial. Voilà, le basket d'abord, on a une belle équipe, mais aussi le hand, comme aujourd'hui l'équipe de France féminine, la nuit du fight, demain j'espère de la gymnastique. Voilà, ce sont des équipements structurants qui apportent de l'événement, qui apportent de la visibilité et qui nous permettent là aussi de se sentir plus grands et plus fiers. Je n'ose pas vous poser la question, mais quand vous êtes au Sénat, je connais la réponse pour Saint-Étienne. Quand vous dites « je viens de Saint-Chamond », est-ce que les gens vous demandent où c'est ou alors les gens connaissent?
Alors au Sénat, vu que certains ont une culture historique, ils pensent à Antoine Pinet. J'allais vous le dire. Beaucoup après se trompent, je crois que c'est les châteaux de la Loire ou la Loire-Atlantique. Donc il y a encore un gros travail, d'ailleurs au niveau du département, c'était très intéressant cette année qu'il y ait pour la première fois un stand au Salon de l'Agriculture, qu'il y ait un certain nombre d'affichages dans le métro parisien, qu'il y ait tout un travail également de rayonnement touristique, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas suffisamment connu, alors que la Loire a tellement de ressources et d'atouts qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin, vraiment pour se faire plaisir. Je me souviens quand j'étais jeune, on disait deux choses, Saint-Chamond, on disait Antoine Pinet et Alain Prost. Oui, ça c'est très bien. Après, ça commence à dater. Oui, donc, il faut apporter... c'est moi aussi, je date. Donc à travers l'Arena, la Leaders Cup, vous en avez parlé, ou d'autres événements, ou d'autres atouts, il faut maintenant écrire une nouvelle histoire. Voilà. Très bien. On finit avec le livre, on a commencé avec le livre. Est-ce que le sénateur Hervé Reynaud, aujourd'hui, il a un coup de cœur pour un auteur qui est présent, ou peut-être un autre auteur dans la région ? Alors pour les auteurs présents, bon, malheureusement je ne les connais pas tous, mais il y a de très belles choses. À l'entrée par exemple avec un livre avec des photographies et des textes avec Véronique Richer. Magnifique. Voilà. Et puis pour les enfants, il y a Isabelle avec Zaza l'Autruche aussi qui a monté tout un univers, c'est très intéressant. Et sinon moi actuellement je suis en train de lire le livre de Delphine Nordweller, Comment ça va pas, voilà, qui est rabbin de France et qui a écrit un très très beau livre. Petit livre très touchant, voilà, qui nous en dit beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, lisez en tout cas, lisez. Et puis il y a tous les jeunes auteurs à l'entrée, je trouve ça formidable. Non seulement ils lisent, mais ils écrivent. Des jeunes filles là, dont j'ai fait la connaissance à l'entrée du salon. Comment on doit dire ? On doit dire Monsieur le Sénateur aujourd'hui ou on doit dire Monsieur Hervé Reynaud ? Alors Hervé Reynaud, ça permet de ne pas se tromper. Voilà, et puis pour moi, être sénateur, c'est une responsabilité, donc j'essaye d'être digne de tout cela. Fonction. Mais je suis très très heureux quand je reviens ici, qu'on partage voilà, nos échanges avec tous les amis ici au Salon du Livre, dans ce château du Jarret, retrouver toute cette ambiance associative de gens bénévoles qui voilà, nous transmettent leur passion et qui animent la commune. J'espère qu'on aura l'occasion de faire dans les semaines qui viennent un interview au Sénat, un interview plus politique. Volontiers, je crois que... On va faire ça avec figure publique et parler vrai. Ça se rapproche. Et puis encore une fois, merci parce que si je me souviens bien, on s'est rencontrés il y a quand même de nombreuses années. C'était les tout débuts. Vous êtes une des personnes qui n'a jamais dit non. Oui. Et j'apprécie de vous rencontrer. Eh ben, merci également de vous intéresser à valoriser toutes les actions locales et d'être présent sur ce salon. Merci. À très bientôt, Monsieur le Sénateur. Merci.